Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons entamer la descente vers les profondeurs de nos âmes. Dans les vidéos précédentes, nous avons surtout parlé de la conscience, mais il faut bien comprendre que la conscience n'est que le tout petit bout émergé de l'iceberg, et que ce qui détermine la grande majorité de toutes nos actions, ce sont les ficelles de notre inconscient. Il est donc très important d'y faire attention dans les deux sens du terme, puisqu'il se trouve que c'est dans notre inconscient que se trouve notre créativité, mais également notre plus grande adversité. Et c'est précisément cette force de destruction cachée en chacun de nous dont nous allons parler aujourd'hui. Dans l'art particulièrement, cette adversité se manifeste si fortement et si universellement que beaucoup lui ont donné un nom. La plupart d'entre nous, je pense, la définissent vaguement comme de la procrastination. Julia Cameron, auteure de Libérez votre créativité, le nomme le censeur. Clarissa Pinkola Estés, auteure du très fameux livre Femmes qui courent avec les loups, l'évoque aussi probablement sous le nom de prédateur, ou plus précisément prédateur de la psyché. Steven Pressfield, auteur du livre The War of Art et initiateur d'une grande partie de ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, a trouvé un mot très parlant, la résistance. Et pour des raisons tout à fait personnelles, j'aime l'appeler le diable, mais comme je vais en grande partie résumer le livre The War of Art dans cette vidéo, je vais continuer en utilisant principalement l'appellation résistance. Dans les vidéos précédentes, je vous parlais de l'attention comme d'un aimant qui attire les choses que l'on contemple à nous. Alors si l'envie de créer est son pôle attractif, qui va attirer notre potentiel créatif et le flot à nous, voyez la résistance comme son pôle répulsif. C'est ce qu'on appellerait très globalement une distraction comme l'inverse de traction. La traction attire les choses que l'on veut faire à nous, la distraction, au contraire, l'en éloigne. Et si les mots comme censeur, prédateur, diable, résistance semblent désigner un agent extérieur à nous, la résistance, et j'insiste bien là-dessus, est un agent intérieur. La résistance prend racine en nous. C'est assez contre-intuitif puisque on va avoir tendance à se dire que ce qui nous arrive est dû à des événements extérieurs. Pourtant, nous avons vu dans les 2 dernières vidéos que l'attention, notre capacité à trier l'information parmi des milliers de stimuli existants, n'était pas neutre. Notre attention est responsable de notre réalité subjective. La résistance, c'est donc cette force qui va sans cesse nous tirer vers l'entropie psychique, qui nous fera nous concentrer sur toutes les choses qui nous distraient, qui nous fatiguent, qui nous énervent, ou sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Donc là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi notre inconscient aurait-il mis en place une force qui serait là uniquement pour nous saboter ? L'idée, ce serait que la résistance, à la base, elle est là pour nous protéger. Je vais vous expliquer. Le mode par défaut de n'importe quel organisme sur Terre, c'est d'être conservateur. Leur calcul est assez simple au final. Si j'ai survécu jusqu'à maintenant comme ça, c'est que ça marche, et si je change, il y a un risque pour que je meure. Et cette petite équation, elle est remarquable un peu à toutes les échelles du vivant. Ça paraît un peu bête comme ça, mais en fait, l'humain marche exactement pareil. Tous les comportements que vous avez, même ceux que vous savez consciemment qui vous handicapent, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces comportements-là, c'est qu'au final, peut-être que quelque part, votre inconscient les considère toujours comme une des raisons de votre survie. Notre ego est extrêmement conservateur. La remise en question de patterns qu'il pensait vital signifie que finalement il avait tort et que quelque part il doit mourir. Et encore une fois, les fondations de l'ego sont assez simples et primitives, et pour lui, s'il meurt, alors tout le système meurt. Donc il va s'accrocher à tout ce qui le définit et le fait survivre aujourd'hui, quitte à saboter tous les élans passionnés. Pour vous donner un exemple, j'ai personnellement grandi dans une famille de gens très intelligents qui sont tous chimistes, physiciens, ingénieurs, que ce soit en informatique, en robotique ou dans l'aérospatiale. Je n'ai jamais vraiment réussi à faire mes preuves dans les matières scientifiques que je considérais, par rapport à mon environnement socio-culturel, comme les matières intelligentes. Donc en fait, j'avais très fort ancré en moi cette idée que j'étais idiote, que j'étais juste la faux-folle artiste qui n'arrivait jamais à vraiment expliquer ses points de vue parce qu'elle était toujours trop brouillon. Quand je me suis mise à faire ces vidéos, j'ai ressenti vraiment beaucoup de résistance, c'est pour ça aussi qu'elles ont pris beaucoup de temps, et je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi j'ai autant de résistance face à ce projet ? Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était probablement parce que, au fond, il y avait un risque qu'avec ces vidéos, on finisse par me trouver intelligente,
pertinente ou même juste, disons, cohérente. Et rien que ça me terrorisait. Et en fait, je me suis rendu compte que cette image de bébête un peu désordonnée me convenait totalement puisqu'au final, elle m'installait dans une sorte de zone de confort. L'image de la personne intelligente, en revanche, oblige à un certain standing, finalement, puisque une fois que tu as cette étiquette, cette image de personne intelligente, les gens attendent de toi que tu dises des choses intelligentes, et avec ça arrive finalement beaucoup plus de pression et de responsabilité. Donc faire ces vidéos, la chose la plus dure qui a été à faire dans le processus, ce n'était pas de les écrire, de les tourner ou de les monter, mais bel et bien de réussir à faire mourir cet enfant bébête et désordonné en moi, qui refusait profondément la juste valeur qu'elle mérite et les responsabilités qui vont avec. Toute ma résistance face à ce projet était au final nourrie par cette peur que j'avais de montrer mon intelligence, de montrer ce que je savais faire, parce que je savais que ça allait quelque part changer ma place dans la hiérarchie. Et par conséquent, en plus de me propulser en dehors de ma zone de confort, il aurait fallu aussi que je réapprenne une grande partie de mes autopilotes sociaux qui, eux, s'appuyaient sur mon identité d'idiote. Ah oui, et en plus de notre psychologie, de notre ego, disons, on a aussi notre corps physique, pour qui le mode de base, lui, c'est l'économie. L'économie d'énergie. En fait, s'il pouvait rester toute la journée assis confortablement en faisant des déplacements que pour aller aux toilettes, manger et dormir, il le ferait. Parce que son objectif à lui, indépendamment de notre psyché, c'est d'économiser la calorie un maximum. Il semble donc évident qu'en plus de la résistance de votre psyché, il y a aussi la résistance de votre corps, qui évidemment va émettre une résistance lorsque vous voudriez aller sortir dehors pour courir, alors que vous pourriez littéralement rester dans votre canapé à regarder des séries en mangeant des Doritos. Voilà pourquoi changer, se mouvoir et grandir psychologiquement est intrinsèquement lié à la peur. En fait, profondément, c'est la peur de la mort. Et c'est précisément dans cette peur profonde que la résistance tire toute sa force. Le plus terrible, et c'est aussi pour ça que je l'ai nommé personnellement le diable, c'est que plus on tente de le battre efficacement, et plus il va avoir tendance à se manifester et à saboter avec toujours plus de subtilité et d'intelligence. Le diable est aussi intelligent et rusé que nous parce qu'au fond, il est nous. Nous sommes les initiateurs de cette force interne qui, à chaque pas vers l'action, nous repousse sans cesse vers l'immobilité et la destruction. Mais des fois, même si c'est dur, je me dis qu'on est peut-être juste fait pour ça. Je pense que l'humain grandit dans l'adversité, comme en témoigne la quasi-totalité de toutes les histoires que l'humanité s'est racontées, qui consistent en un héros qui sort de sa zone de confort et qui vit plein de péripéties pour finalement rentrer changé et grandi de ses expériences. Je pense que nous ne sommes vraiment pas faits pour le confort et l'oisiveté. Et c'est vraiment ça que j'entendais dans ma vidéo précédente quand je disais « nous sommes faits pour résoudre des problèmes ». Nous devons donc essayer de ne pas fuir la peur et d'au contraire essayer de résoudre les problèmes qui s'offrent à nous, un par un, et peut-être accepter de mourir un peu en chemin. Parce que si tous les êtres vivants sont conservateurs par défaut, nous avons, je le répète encore une fois mais c'est complètement fou, nous avons la capacité de pouvoir faire mourir consciemment une petite partie de nous-mêmes pour que l'ensemble survive mieux dans le futur. Bon, peut-être que cette définition de la résistance est encore un petit peu trop théorique, donc je vais être un peu plus concrète, vous allez comprendre. Donc comme je le disais, la résistance c'est nos peurs, c'est notre peur, et donc la manifestation la plus pure, disons, de la résistance, c'est littéralement la peur. On se retrouve tétanisé devant la fameuse page blanche, ou alors ça se manifestera par du stress ou de l'irritabilité. D'ailleurs, j'en ai vraiment fait les frais quand je travaillais à l'écriture et à la réalisation de ces vidéos, parce que tous les matins, quand je me retrouvais devant mon ordinateur, je me sentais complètement patraque. En fait, j'ai littéralement le trac avant de commencer à écrire ou à filmer ces vidéos. Très souvent, bien trop souvent malheureusement, la résistance est quand même beaucoup plus subtile. Surtout aujourd'hui où le divertissement infini est littéralement à portée de main, je pense que rares sont ceux qui, de nos jours, ressentent de la peur viscérale face à leur création. La plupart du temps, la résistance, c'est plutôt un genre de flemme qui sort d'on ne sait où, qui fait que soit on ne s'y met pas, soit nos pensées sont agitées, on a du mal à rester concentré sur l'activité, ou bien ce sera un événement complètement quelconque qui réussira à nous détourner un petit peu trop facilement de notre activité.
Quelle que soit sa manifestation, pour essayer de fuir ce malaise ou cette gêne, on va avoir plutôt tendance à se lever et aller se préparer à manger, ou bien à Altab sur YouTube, ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà ce que l'on appelle la procrastination, vraiment dans sa forme la plus bête et méchante. Le problème plus grave avec la procrastination, c'est quand ça devient une habitude. Quand on s'assoit pour travailler et que machinalement on ouvre 3 onglets, nos mails, YouTube et Insta, et que en fait 3 heures passent et on s'en est même pas rendu compte et on n'a absolument pas avancé sur nos objectifs. C'est là que l'on comprend l'importance fondamentale de ne jamais négocier avec la résistance. Parce qu'elle ne vous fait pas dire « je ne finirai jamais ce script », mais plutôt « je finirai ce script ce soir, demain, plus tard, l'année prochaine, quand j'aurai du temps ». Donc il faut dans un premier temps apprendre à entendre, puis se forcer à ne plus écouter cette petite voix dans votre tête qui négocie, ce petit diable sur notre épaule qui est sans cesse en train de nous proposer un marché. Donc il n'y a pas de juste un épisode de Rick and Morty, il n'y a pas de je check si j'ai des notifs pendant que mon logiciel s'ouvre, il n'y a pas de je vais prendre une douche d'abord pour me détendre. Pour arrêter les négociations avec le diable, il faut arrêter d'entendre les excuses qu'il te donne, il faut juste s'asseoir ou se lever dépendamment de l'activité et juste faire ce que tu as à faire. Et ça, pas ce soir, pas demain, genre maintenant. Une des parties les plus dures de ce combat avec toi-même finalement, c'est vraiment de réussir à se couper de l'extérieur et de s'asseoir pour réussir à faire ce que l'on a à faire. Puisque l'équation c'est, pour réussir à faire ce que tu veux faire, il faut que tu réussisses à faire mourir une partie de ton ego. Pour réussir à faire mourir une partie de ton ego, il faut que tu actualises le sens de toi-même via une expérience de flow. Et pour réussir à atteindre une expérience de flow, il faut que tu réussisses à faire ce que tu as envie de faire. Eh bien, tu vois bien que c'est le genre de cercle vertueux qu'il faut vraiment cambrioler façon Ocean's 11, quoi. Mais ne t'inquiète pas, les prochaines vidéos te donneront peut-être des petites techniques beaucoup plus concrètes qui pourront peut-être t'aider à échafauder ce genre de casse du siècle. Maintenant, je vais développer plein de manifestations de la résistance que vous ne soupçonniez peut-être même pas. Je vous l'avais dit, vous jouez contre un adversaire qui vous connaît mieux que vous-même. Pour cette partie, je me suis grandement inspirée du livre de Steven Pressfield, The War of Art. Malheureusement, il n'a toujours pas été traduit en français. Ceci dit, c'est quand même un livre très très léger et très très simple à lire. Moi, ça a été un des premiers livres que j'ai lu entièrement de A à Z en anglais et je l'ai trouvé assez accessible. Je n'ai sélectionné qu'une petite partie des manifestations de la résistance, sachant que cette partie-là même du bouquin ne fait qu'un tiers de ce tout petit livre. Donc voilà, je vous encourage vraiment de le lire aussi par vous-même à l'occasion. Une des facettes de la résistance, malheureusement très insidieuse et très répandue dans notre société, c'est la recherche d'attention. Souvenez-vous, dans la vidéo numéro 1 sur le flow, je vous disais que votre attention était votre énergie la plus précieuse, puisque en décidant ce qui rentre ou pas dans votre conscience, elle détermine en fait votre perception du monde. C'est pour ça qu'à l'inverse, attirer l'attention des gens est l'une des choses, disons, les plus satisfaisantes pour un humain. C'est réussir à capter la chose la plus précieuse d'un autre être humain, c'est exister aux yeux du groupe. L'humain est un être social, et il n'y a donc aucun mal en soi à vouloir attirer l'attention des autres. La question est surtout de se demander pour quelle raison on veut attirer l'attention sur nous. Est-ce que cette raison est bénéfique pour les gens autour de nous ou pas ? L'art et la création en général a cela qu'il permet d'attirer l'attention des autres sur l'utile ou le beau. Même si je pense que personnellement, le beau est une manière d'attirer l'attention sur les choses utiles ou importantes. Sauf que la résistance sait utiliser cette recherche de validation et elle s'emploie à attirer l'attention sur nous. À ce moment-là, nous ne sommes plus du tout dans l'optique d'apporter quelque chose d'utile, de beau ou d'important à l'humanité. La seule chose qui compte, c'est notre petit plaisir, et j'insiste sur petit parce que vous vous doutez bien que ce genre de plaisir est extrêmement éphémère, en plus de l'accoutumance qui nous font rentrer dans un cercle vicieux de demande d'attention. On peut très facilement prendre l'exemple des likes. Lorsqu'il y a un mois, vous étiez aux anges d'avoir 30 likes. Aujourd'hui, vous êtes triste quand vous en avez 50 parce qu'au fond, vous en attendiez 70. En plus de ça, nous rentrons dans un genre de monde compétitif parce que tous les autres
deviennent inconsciemment des adversaires parce qu'ils ont la capacité, cette possibilité d'attirer l'attention plus que nous-mêmes. Et de cette manière, la résistance dilapide gaiement notre énergie psychique en la faisant se concentrer uniquement sur les choses extérieures plutôt que de se concentrer sur les choses intérieures. Il y a beaucoup de variantes à ce genre de résistance puisqu'au fond ce sont des manières simples et très peu coûteuses en effort pour attirer l'attention. Se créer des problèmes, toujours être la victime de quelque chose et en gros s'entourer de tout ce que j'appelle le drama. Parce que évidemment il est plus simple et à première vue plus palpitant, de se fourrer dans des histoires de drogue ou de tromperie, plutôt que de s'asseoir pour écrire notre futur BD, ou bien réviser notre dernière année de médecine. Pareil, se placer en victime, c'est une manière de manipuler les gens pour qu'ils fassent plus attention à nous, et plus attention à ce qu'ils font ou ce qu'ils disent en notre présence. C'est forcer leur pitié pour attirer leur temps et leur énergie. Et ça, c'est exactement l'inverse que de faire ce que tu as à faire. Et en plus de ça, ça empêche les gens autour de toi de se concentrer sur eux-mêmes et de faire ce que eux ont à faire. Et entendez-moi bien, je ne dis pas que les victimes ou les maladies n'existent pas. Je dis simplement qu'il revient à chacun de nous de se demander sérieusement « Est-ce que j'ai besoin d'aide ou est-ce que j'ai besoin d'attention ?» Oh, et laissez-moi vous prévenir, c'est une introspection qui vous coûtera des larmes. Mais réfléchissez-y bien, la prochaine fois que vous voulez attirer l'attention de quelqu'un sur vos problèmes, restez avec vous-même, essayez d'observer ce qui est en train de se passer en vous. Et surtout, le plus important, essayez de vous asseoir et de faire la chose, l'activité que vous repoussez depuis beaucoup trop longtemps. Je vous garantis rien, mais il y a moyen que vous soyez surpris du résultat. Une autre facette de la résistance, tout aussi nocive pour les autres, c'est la critique. Lorsque l'on critique des gens ou leur travail. En fait, voir des gens surpasser leurs peurs, faire leur petit chemin et développer leur potentiel créatif, aussi risible que cela puisse paraître à nos yeux, ça nous rend complètement fous. Mais les gens épanouis dans leur vie ne critiquent quasiment jamais, du moins jamais pour faire du mal. Ils peuvent conseiller peut-être un peu trop honnêtement, mais la critique acide n'est que le reflet de notre propre résistance. Le problème avec la critique, c'est que si la plupart des manifestations de la résistance ne blessent finalement que nous-mêmes, la critique et la cruauté blessent aussi les autres, et peut même facilement détruire des jeunes artistes qui, l'espace d'un instant, avaient réussi à surpasser leurs peurs. Une autre facette à cela, c'est le perfectionnisme. Je pense fondamentalement que le perfectionnisme est une qualité. L'amour du travail bien fait, le respect de sa vision, pousser les choses jusqu'au bout, quitte à recommencer plusieurs fois. Le perfectionniste est humble et dévoué à sa création. Le problème, c'est lorsque le perfectionnisme devient une façade derrière laquelle on se cache pour justifier que l'on ne finit rien ou alors que l'on n'assume pas les choses que l'on a fait parce qu'on considère qu'elles ne sont pas assez bien à nos yeux. Souvent, quand on commence une activité, on a un peu une idée idéalisée de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on veut faire. Puis, on se heurte à la dureté de notre domaine et de la résistance. Cette phase est une étape normale dans le développement d'un créateur. C'est lorsqu'on se rend compte que le chemin à parcourir pour arriver à notre idéal est encore très très long. C'est souvent à ce moment-là qu'on se heurte pour la première fois à notre plafond de verre de nos pensées limitantes et la première fois qu'il faut finalement trouver le courage pour mourir un peu. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à briser le plafond de verre et que la résistance prend racine là. Le perfectionniste s'identifie à son art. C'est un peintre, un écrivain, un compositeur. Ce qui veut dire que s'il produit quelque chose de nul, au fond, il intègre qu'en fait, c'est lui qui est nul. Et pour en rien lui faciliter la tâche, le perfectionniste a souvent déjà produit quelque chose dans ce domaine en particulier qui était très bon, voire absolument génial pour son niveau, et a eu énormément de validation sociale pour ça. C'est cette validation sociale qui va lui permettre de justifier son identification à son art et son ambition démesurée dans le domaine. Mais du coup, bloqué dans cette espèce de malédiction de devoir produire que des choses géniales, qui, on s'entend bien, n'est absolument impossible, personne ne peut produire que des choses géniales, pour le protéger de l'humiliation, son ego va le couvrir de toutes sortes de vanités. Ces faux perfectionnistes deviennent souvent aigris, hautains et méprisants, ne supportant plus aucune critique, leur résistance les poussant très souvent dans la critique acerbe des autres. Mais je crois qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de génie absolu ou de don qui tombe du ciel. Bien sûr, certains auront des facilités dans certains domaines, que ce soit
grâce à leur intelligence, à leur sensibilité ou à leur environnement. Mais dites-vous bien que même eux n'échappent ni à la résistance, ni à la peur, ni aux critiques. Il faut bien comprendre qu'il n'y a que la pratique, la discipline et la patience qui finira par nous donner ce que l'on cherche. Donc oublie les autres, ne te compare pas. Ne jalouse pas les autres sous prétexte qu'ils n'auraient pas mérité leur succès. Parce que c'est faux. Et en fait, même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change? La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi faire ce que tu as à faire. J'ajouterai cette citation. Bon, j'ai pas réussi à retrouver de qui elle était, mais elle dit « La pratique ne nous rend pas parfaits, mais elle nous fait comprendre que nous n'avons pas besoin de l'être. » Il y a aussi une sorte de résistance qui tourne autour de la guérison. Quelque chose qui dit « Je ne pourrai pas réussir à créer tant que je n'aurai pas guéri de tous mes traumas et mes blessures. » Alors on s'enfonce dans la littérature et les vidéos qui parlent de self-care, de bien-être, de développement personnel et de spiritualité. Attention, je ne suis pas en train de dire que la guérison via toutes ces disciplines sont mauvaises ou sont de la résistance en elles-mêmes, bien au contraire. C'est peut-être même grâce à ça que cette vidéo existe aujourd'hui. Je dis simplement que guérir pour ensuite créer n'est pas le bon sens. Parce que ces domaines-là sont des puits sans fond. Vous pouvez essayer de guérir toute votre vie, mais si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, vous serez inévitablement infiniment malade. La résistance vous trouvera toujours 1000 blessures, 1000 traumas, 1000 dramas. Passons au dernier exemple que je vais développer dans cette vidéo, le dernier et non des moindres. Pour moi, une des armes les plus puissantes de la résistance, c'est la rationalisation. La peur ne peut pas se manifester simplement sous sa forme primaire, c'est humiliant pour notre ego. Alors la résistance nous apporte la rationalisation. Elle nous fabrique un petit paradigme bien ficelé qui nous explique avec la logique pourquoi nous ne pouvons ou nous ne devons pas faire notre travail. Le pire avec la rationalisation, c'est que souvent elles sont vraies, ou en partie vraies. Mais souvent ce sont des exagérations. Vous savez ce qu'on dit, les meilleurs mensonges ont toujours une partie de vérité. Et bien voilà à quoi ressemble la résistance la grande majorité du temps. Ce sont des beaux mensonges, des excuses. Et sous la façade protectrice de la raison, on trouve souvent beaucoup d'explications émotionnelles et biaisées. L'humain est très loin d'être aussi rationnel qu'il pense l'être, mais nos rationalisations nous donnent cette sensation de contrôler la situation. En fait, vous devriez vraiment vous méfier de votre raison autant que vous le faites pour votre instinct. Une des facettes de cette résistance via la rationalisation, c'est votre entourage. En fait, si votre entourage n'ont eux-mêmes pas combattu leur résistance, il va y avoir ce fameux effet où inconsciemment ça les rend fous et du coup ils vont tout faire pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues lorsque vous essaierez de vous-même vaincre votre propre résistance. Donc il y a plusieurs solutions, soit en vous entraînant dans des activités ou des dramas en tout genre, soit en rationalisant pour vous pourquoi vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas faire votre travail. Le pire dans tout ça, c'est que, en général, on a beaucoup plus tendance à y croire lorsque la rationalisation vient de l'extérieur. Toutes ces rationalisations permettent à la résistance de s'incruster vraiment loin et vraiment profondément dans votre vie. Même lorsque l'on connaît bien les techniques et les effets de notre propre résistance. Comme je vous le disais un peu avant, la résistance est aussi intelligente et rusée que vous-même. En fait, je suis toujours surprise de voir comment, même après ces 4 ans, passés à l'observer et à la combattre férocement, elle arrive encore à me duper. Pour vous donner un exemple, au sein même de la création, tous les projets ne sont pas égaux. Il y a des projets où on est moins investi émotionnellement, des projets où on travaille avec ou pour quelqu'un par exemple. Dans ce genre de projet, notre ego est souvent un petit peu dilué et notre propre expression aussi est très souvent bridée. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en fait, j'ai toujours trouvé qu'il était plus facile de travailler sur ce genre de projet. Disons que la résistance est moins forte. Du coup, plutôt que de travailler mon projet principal qui, lui, me donne beaucoup de fil à retordre, je préfère me perdre dans d'autres projets plus faciles, en fait, là où la résistance me laisse passer. En fait, faire quelque chose de productif pendant qu'on fuit notre projet peut vraiment s'appliquer à plein d'activités. Parce qu'au final, faire quelque chose de productif, ça nous donne cette sensation que finalement on a accompli quelque chose dans la journée et on va dire que ça va avoir cet effet d'atténuer notre culpabilité à la fin de la journée. Il m'est déjà arrivé de nettoyer et ranger de fond en comble toute ma maison juste dans l'optique d'éviter mon travail artistique.
On peut aussi très facilement se perdre dans les recherches. En fait, quand on commence un projet, on va avoir tendance à vouloir se renseigner sur le sujet, à lire des livres, à regarder beaucoup de contenu sur le sujet, et on peut très très facilement se perdre dedans. Se dire que finalement on n'a jamais assez d'informations. Et cet exemple est très vrai pour ces vidéos d'ailleurs. Parce que plus je lisais de livres, plus je connectais les points dans ma tête, et plus j'étais avide de connaissances. Il m'a vraiment fallu beaucoup de discipline pour hacker ma résistance et finalement m'asseoir afin d'écrire tout ça. Même en sachant que je n'avais pas toutes les informations, que je n'ai toujours pas toutes les informations et que je ne les aurai peut-être jamais. La pratique ne te rend pas parfaite, mais elle te fait comprendre que tu n'as pas besoin de l'être. En fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à sérieusement me demander si je ne faisais pas de la résistance avec mes recherches, c'est que je commençais à ressentir les symptômes. Dans son livre The War of Art, Steven Pressfield décrit énormément de symptômes de la résistance, comme par exemple que l'on se sent malheureux, voire déprimé, que l'on est profondément ennuyé, que rien ne nous contente réellement, on tire de satisfaction d'à peu près rien de ce que l'on fait, on aurait envie de repartir se coucher, ou alors au contraire de sortir faire la fête. En fait, c'est comme s'il y avait un filtre sur la vie qui rend un peu tout fade et déprimant. Mais au-delà de ça, parce qu'au fond, tous ces symptômes peuvent aussi être des symptômes d'autre chose, je dirais que moi, le symptôme particulier de la résistance que je ressens énormément, c'est la culpabilité. C'est souvent avant de m'endormir, la tête sur l'oreiller, je me sens comme vraiment coupable de quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Comme notre cerveau déteste les incohérences et que la résistance cache bien les réelles raisons pour lesquelles vous vous sentez coupable, eh bien, notre cerveau va se mettre à faire des associations avec toutes les fois où vous vous êtes senti coupable dans votre vie. Alors on se met comme ça à ressasser tous les moments de notre vie où on l'a pu ressentir à un moment de la culpabilité. Et comme ça, on peut vraiment rester fixé pendant des mois sur un événement du passé, mais des fois des trucs complètement random, en étant persuadé que notre culpabilité vient de là, alors qu'en fait, ce sentiment disparaît à l'instant même où l'on avance sur nos projets. Mais dans tous les cas, lorsqu'on se met à ressentir les symptômes de la résistance, c'est à ce moment-là que redébarquent toutes nos addictions. Pour camoufler la misère inhérente à notre âme, on se noie dans les distractions et les drogues à notre portée. L'alcool, la drogue, le sexe, les réseaux sociaux, l'adultère, la surconsommation, que ce soit d'objets, de vêtements ou de nourriture. Un bon moyen de savoir si vous êtes en train de faire quelque chose par envie et plaisir ou par résistance, c'est de faire attention aux sentiments de vide qui nous habitent juste après. Pressfield, lui, dans son livre, donne l'exemple du sexe, mais du coup, comme j'ai déjà donné l'exemple du sexe dans la vidéo numéro 1, je vais plutôt prendre l'exemple de la nourriture. En gros, si après que vous ayez mangé quelque chose, vous ressentez comme un vide ou de la culpabilité, vous pouvez être pratiquement sûr que vous n'étiez là ni par faim, ni par plaisir, mais par résistance. J'ai l'impression que quand même cet exemple marche moins bien que le sexe, parce qu'il y a toute cette dimension de rapport conflictuel à notre alimentation, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Je vais ajouter une dernière chose. La résistance que vous faites pour un projet est inversement proportionnelle à l'amour que vous lui portez. L'inverse de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas d'amour pour un projet, vous en auriez juste rien à foutre. Mais du coup, si vous ressentez beaucoup de peur ou d'émotions négatives face à un projet, alors il y a de fortes chances pour qu'il y ait beaucoup d'amour et de joie à cet endroit-là aussi. Voilà, Steven Pressfield décrit encore beaucoup de manifestations de la résistance dans ce bouquin, et ensuite il a toute une partie sur comment la surmonter. Il a un peu sa propre vision et sa propre mentalité vis-à-vis de la résistance, puisque c'était un ancien militaire, un ancien marine, donc il a un peu ce truc, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais c'est quand même un livre qui est vraiment intéressant et qui vraiment est un coup de boost, donc je vous le recommande fortement de le lire par vous-même. Ma conclusion, c'est que pour avancer dans la vie, nous avons fondamentalement besoin de reconnaître notre résistance, comment elle se manifeste dans nos vies à toutes les étapes, et tenter de l'éliminer un maximum. C'est aussi très important d'être indulgent avec soi-même, parce qu'en fait, les progrès sont très difficiles à avoir, car encore une fois, vous vous battez contre un ennemi à votre taille, et lui, en plus de ça, se bat pour sa survie.
Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les prochaines parleront de comment réussir à un peu déjouer notre résistance, comment réussir à trouver notre espace, notre moment, que ce soit pour créer, faire du sport ou étudier. S'il y a bien une chose qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo cependant, c'est que la résistance n'aura aucune pitié pour toi. Elle joue avec l'énergie du désespoir. Alors il te faudra défendre ton moment, ton territoire sacré, ta renaissance, sans état d'âme ni négociation. Lorsqu'il sera le temps de plonger en toi, fais en sorte que personne ne puisse t'interrompre. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Merci beaucoup pour tous vos retours sur les précédentes vidéos, il y a des trucs vraiment très intéressants. Du coup, si vous avez des réflexions ou des questions à me poser sur celle-ci, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et à bientôt.